Alors, bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous. C'est un sujet crucial, on le sait, on en a discuté depuis hier. On est à un moment charnière. L'histoire énergétique mondiale est en train d'évoluer. Il y a énormément de changements. On sait que les gouvernements, on sait que les entreprises, les marchés sont en train d'accélérer les efforts pour être capables de bâtir des systèmes plus propres, plus résilients et plus compétitifs. On le sait, certains pays ont des longueurs d'avance, souvent de par des politiques nationales qui ont été mises en place il y a déjà plusieurs années, mais les investissements massifs qu'on voit à l'échelle internationale envoient un signal très, très clair. La transition énergétique va être cruciale pour la croissance de nos entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement un impératif environnemental, c'est vraiment un impératif stratégique pour la province, pour le pays, pour nos entreprises. On parle de sécurité nationale, on parle de croissance d'industrie, on parle de redéfinir la chaîne de valeur. Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, avec des acteurs qui sont vraiment au centre de cette question-là et qui vont nous amener des perspectives très intéressantes. Donc, je voudrais accueillir Andrea Vallejos, qui est coordonnatrice modélisation énergétique au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je voudrais également accueillir Kathleen Vaillancourt, qui est présidente de ESMIA, Patrick Goulet, qui est président d'Énergie solaire Québec, et finalement Frédéric Dadur, qui est directeur du CEI Montréal. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais commencer, Andrea, par une question au niveau de la vision globale de la stratégie du Québec. Le contexte géopolitique actuel, on le sait, peut être un levier pour propulser le Québec. C'est quoi la vision du gouvernement et comment on est capable d'activer justement ce levier-là pour le Québec? Oui, c'est sûr que la transition énergétique, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est l'économie de l'avenir. Donc, en ce moment, il faut le voir comme un vecteur qui permet de moderniser et d'améliorer l'économie. Donc, bâtir là-dessus, essentiellement, la transition énergétique repose sur nos ressources locales, nos ressources renouvelables. Donc, en misant sur les atouts dont on dispose, bien, ça nous permet de renforcer notre autonomie énergétique. Ça nous permet aussi, à cet effet-là, de réduire notre dépendance aux risques liés aux différents aléas géopolitiques. Et ici, bien, quelle est la vision? Je pense que le rôle du gouvernement dans une situation comme celle qu'on vit, c'est de donner de la prévisibilité, donner une certaine vision claire vers où est-ce qu'on veut avancer pour les prochaines années. Et c'est ça que le gouvernement a voulu faire avec le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, qui a été, dans le fond, confié au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie lors de la dernière l'adoption de la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques. Il est venu vraiment confier un mandat de déposer une planification énergétique long terme au Québec, une planification qui devrait être mise à jour à tous les 6 ans et sur un horizon de 25 ans. Donc, c'est vraiment offrir une vision à partir de toutes les sources qu'on consomme au Québec, quelle est l'énergie qu'on aura besoin au Québec d'ici les 25 prochaines années. Et c'est ça, quels sont les besoins futurs, quelles sont les infrastructures, quelles ressources devons-nous mobiliser. Donc, ces PGR-là vont établir une orientation, vont établir des objectifs, des cibles qui devront être suivis et respectés par les principaux acteurs du secteur de l'énergie du Québec. Donc, à son tour, va leur offrir une prévisibilité sur comment
comment organiser leur investissement, comment aussi quelle stratégie d'approvisionnement, par exemple, développer pour pouvoir suivre cette vision que le gouvernement a de l'avenir énergétique pour le Québec. Cette prévisibilité-là, c'est souvent quelque chose qui ressort des demandes des entreprises, des acteurs. C'est quelque chose qui est nécessaire et, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, là, qui a servi à propulser certaines juridictions à l'avant-plan sur la question de la transition énergétique. Donc, je pense que cette prévisibilité-là va être bienvenue une fois qu'elle sera clarifiée et annoncée. Je voudrais peut-être en fait me tourner, Patrick, plutôt au niveau, excuse-moi, pas Patrick, Frédéric, plutôt au niveau des entreprises. Donc, du côté, on a parlé au niveau de la province, du potentiel de cette transition-là. Au niveau des entreprises, comment est-ce qu'elle peut s'intégrer sans être perturbatrice au niveau des opérations et quels sont les avantages? Mais en fait, l'efficacité énergétique ne doit pas être un fardeau supplémentaire. Les entreprises en ont déjà beaucoup. Donc, ça doit être un critère supplémentaire dans les projets, en fait. Si déjà, dans chaque projet, améliorant la productivité, la compétitivité, si on rajoutait une petite case énergétique pour savoir si on va dans le bon sens, ce serait déjà un excellent premier pas. Et je pense que dans quelques années, ça fera partie, comme on regarde le retour sur investissement, on regardera au niveau de l'énergie, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller pour les PME. Et en plus, elles ont accès à beaucoup d'aides quand même pour les aider. Un réseau d'experts dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas aider les entreprises actuellement. Il faut qu'elles embarquent et qu'elles demandent de l'aide aussi pour leurs projets. J'aime bien les petites cases là, et le what gets measured gets done souvent, là, donc d'intégrer, d'obliger cette perspective-là. Puis tu mentionnes d'entrée de jeu l'efficacité énergétique. On parle de mix énergétique, donc qui comprend une diversité de solutions, mais à la base, ce qu'on veut viser à faire, c'est de venir réduire la demande pour réduire la pression. Donc, j'aime bien que tu aies commencé par l'efficacité énergétique, qui est une composante critique là, du plan global là, pour la vision qu'on doit avoir. Puis maintenant, au niveau des innovateurs, Patrick, là, je me tourne vers toi. De ton côté, c'est quoi le potentiel de cette vision-là globale pour le Québec, de cette volonté et nécessité-là d'intégrer des solutions, des innovations au sein des entreprises? Qu'est-ce que ça représente pour le secteur de l'innovation québécois? C'est énorme. Juste pour dire le potentiel, qu'on parle de potentiel solaire au Québec, selon le centre de recherche CANMET à Varennes, le potentiel solaire est de 58 TWh. Ça, c'est sur les bâtiments de toutes sortes, là, résidentiels, commerciaux, industriels. Alors, il y en a beaucoup. Là, puis, pour les entreprises, là, okay, c'est pas juste une histoire de « je vais devenir producteur ». C'est plus que ça. Là. Tu vas participer à la transition pour soulager Hydro-Québec avec tous les enjeux qu'ils ont. Là, on vient de s'apercevoir que le réservoir à Kaniapisco est de son niveau le plus bas. Déjà, là, en faisant du solaire, on va aider justement à remplir la batterie, la fameuse batterie dans le nord. Ça, c'en est un, entre autres. Aussi, on peut écrêter sa pointe. Ça demande à des moments où la pointe est vraiment élevée. C'est sûr que le solaire, dans des conditions hivernales, puis manque de lumière, là, on n'est pas tout à fait là, au bon moment, mais on a les batteries, qui est la clé de voûte là, aujourd'hui là, pour justement vraiment pimper le solaire. C'est-à-dire là, on peut mettre ça en différé, là, puis relâcher l'énergie. Puis si on regarde du côté, on va aller plutôt dans le côté résidentiel, mais aussi dans le côté commercial. Là maintenant, on peut installer des onduleurs V2X là, qui sont bidirectionnels. C'est-à-dire que là, une flotte de véhicules électriques peut participer également à écrêter les pointes pour, quand Hydro-Québec en a besoin. Alors, c'est vraiment plus que juste l'affaire de la production. C'est participer à une transition, puis aussi à aider le réseau de Hydro-Québec.
Puis les solutions sont là et les solutions sont de plus en plus abordables. De plus en plus rapidement, on a des retours sur investissement lorsqu'on va vers juste ce genre de solutions, ce genre de technologies, et elles sont de plus en plus complémentaires. Donc, vous préconisez une approche un petit peu plus décentralisée. Vous avez touché là, au niveau de la batterie, donc des systèmes adjacents, mais voulez-vous développer peut-être un petit peu plus sur les avantages de cette structure-là? Oui, bien, quand tu es décentralisé, tu es près des grands centres de consommateurs. Alors, tout de suite en partant, on n'est pas obligé de construire des longues lignes de transport ou de distribution. Là, on est vraiment in situ, là, à côté de tout le monde. Alors, déjà là, il y a un net avantage. Là, l'enjeu du côté Hydro-Québec, ça va être vraiment de s'adapter à toute cette injection dans des réseaux de basse tension, moyenne tension. C'est vraiment parce qu'on a un système un réseau bâti unidirectionnel. Là, on tombe dans du bidirectionnel. Là. Ça va être je pousse et je tire, je pousse et je tire. Ça va être vraiment ça qui va se passer. Là. Alors, il faut vraiment intégrer la technologie pour gérer ce flux d'énergie-là partout. Mais l'avantage, c'est d'être près des grands centres. Là. Puis, juste pour dire, là, à Montréal, ils ont fait, la ville a fait un exercice qui est maintenant, je crois, en ligne. On peut voir le potentiel solaire sur toutes les toitures de la ville de Montréal. Ils ont tout fait ça. Alors, si vous demeurez sur l'île, vous pouvez aller voir exactement si votre toiture a un potentiel suffisant pour investir dans l'énergie solaire. On a un gain de temps, là. La ville de Montréal a fait ça. Si on faisait ça à grandeur de la province, là, on gagnerait du temps, pas à peu près, là, OK? C'est bravo pour la ville de Montréal d'avoir pris cette initiative-là. Ça a été fait en collaboration avec justement le CanMet, Centre de recherche fédéral là, à Varennes. Bien, des exemples comme ça, n'hésitez pas à en amener pour qu'on puisse inspirer la salle, inspirer nos décideurs, justement, avec des outils à la prise de décision, des exemples ou des outils de prise de décision. Puis là, je fais le saut, Kathleen, un peu vers ce que vous offrez comme perspective. Donc, comment est-ce que on sait que le numérique consomme beaucoup. Le numérique, notre consommation, que ce soit pour les données, l'intelligence artificielle, etc., va continuer d'augmenter. Ceci dit, le numérique peut également aider au niveau de la prise de décision et aider à réduire l'impact de certaines opérations. Donc, quel genre d'outils vous avez, puis comment ça fonctionne? Oui, bien, j'aimerais d'abord commencer par répondre à la question en mentionnant que les outils de prise de décision, de planification énergétique qu'on utilise aujourd'hui ont commencé à être développés dès les crises pétrolières de la fin des années 70. Donc, justement, pour éclairer, pour nous aider à mieux prendre des décisions sur les technologies les plus prometteuses dans un futur qui nous apparaissait très incertain. Donc, la naissance même de notre discipline, là, de modélisation pour faire de la planification énergétique, est née dans un contexte d'incertitude il y a 50 ans, d'ailleurs, cette année. Donc, les incertitudes, avec le temps, ont changé de visage. Donc, je ramène avec le thème de la conférence en focusant beaucoup sur les incertitudes, mais le visage a changé. Il y a eu l'évolution des politiques climatiques, il y a eu les tensions géopolitiques, etc., mais ils ont toujours été là. Donc, c'est là où les outils d'intelligence numérique, l'intelligence artificielle n'a pas toujours été là, mais maintenant, on ajoute ça, mais c'est là où ils ont toujours été nécessaires, en fait, mais à condition de bien les utiliser. On voit souvent beaucoup de planificateurs énergétiques qui essaient de prédire le futur le plus probable, alors que ce n'est pas comme ça qu'on devrait utiliser les outils d'intelligence, mais plutôt de regarder plusieurs futurs possibles et de tester les différentes hypothèses, que ce soit sur la croissance socio-économique, le prix de l'énergie, l'émergence de nouvelles technologies, les choses comme ça, pour
voir lesquelles sont les plus impactantes pour ma décision. Donc, du point de vue du décideur, il faut se demander, il faut se mettre dans un contexte où il ne faut pas attendre d'avoir la vision la plus claire sur le futur pour prendre sa décision, mais plutôt de se poser des questions comme, bon, si le prix du gaz naturel double demain matin, est-ce que mon choix technologique est encore pertinent? Si la tarification carbone augmente ou diminue, est-ce que mon investissement est encore rentable? Donc, on est dans une optique de robustesse de la décision plutôt que de prévision. Donc, la gouvernance de la gestion du risque change à ce niveau-là. Puis, c'est vraiment comme ça que les outils d'intelligence artificielle, dont ceux alimentés par l'IA, là, sont très, très importants dans le contexte actuel. Merci. Puis, on a la chance d'avoir des participants de divers pays ici présents pour les 3 jours. On sait que plusieurs pays souhaitent collaborer ensemble. On sait qu'il y a des rapprochements stratégiques. Comment est-ce que le Québec est un partenaire stratégique pour les acteurs à l'international? Comment on se positionne dans cette course à la transition énergétique? Je pense que c'est en misant sur nos ressources. Une chose qui est ressortie beaucoup dans l'exercice du PGIR, c'est que on dispose de plusieurs ressources sur notre territoire qu'on peut exploiter pour continuer à explorer puis à utiliser nos ressources naturelles comme un avantage concurrentiel. Donc, il y a nos atouts, que ce soit il y a le vent, le solaire, comme vous mentionnez, mais il y a l'efficacité énergétique aussi, il y a la biomasse. Donc, toutes ces ressources-là peuvent déjà nous permettre si on les active tous, bien, c'est sûr, ça devient un puissant levier stratégique pour attirer des investissements étrangers. Donc, il y a ça d'une part. Je crois aussi qu'une vision claire de l'avenir énergétique qu'on souhaite ici va permettre aussi d'être un atout pour les investisseurs. Ça permet de venir renforcer notre stratégie, d'être clair sur vers où on veut se diriger. Et je terminerai avec aussi une chose que j'ai constatée sur le terrain là, quand on faisait les travaux de planification, c'est vraiment l'expertise qu'on a sur le territoire. J'ai eu la chance d'animer différents ateliers techniques, là, que ce soit avec le secteur agricole, tantôt on parlait d'agricole, le secteur du bâtiment, secteur industriel, différents secteurs, le secteur du transport, et chacun avait une expertise quand même assez pointue sur leur domaine. On a des secteurs très forts ici au Québec. On a quand même réussi à bâtir une structure industrielle forte, justement grâce à notre avantage concurrentiel de l'électricité. Donc, je pense que tous ces variables-là, c'est vraiment une combinaison qui permettent de positionner le Québec comme un lieu très intéressant. Puis, peut-être pour continuer sur la thématique de la collaboration, Frédéric, vous collaborez sur le terrain avec différents acteurs. Exact. Là, je suis là pour représenter aussi... pardon, je t'ai pas laissé finir. J'adore l'enthousiasme. Je suis là aussi pour représenter la transformation énergétique numérique. Donc, c'est le MEIE qui a mis en place cette initiative, justement pour que les PME manufacturières embarquent dans la transition énergétique, fassent les premiers pas à regarder combien je consomme, où est-ce que je peux sauver de l'argent, et en fait... tout en alliant l'augmentation de la productivité. Donc, les deux sont intimement liés, et on a la chance, c'est ça, avec cette initiative, de pouvoir aider les compagnies manufacturières sans alourdir ce qu'elles ont à faire, en fait. J'aimerais ajouter ce qu'il vient de dire. Je suis très sollicité par soit des résidentiels là, qui veulent faire une installation solaire, ou du commercial, industriel, agricole également. Puis, la première question que je leur pose toujours, c'est: est-ce que votre bâtiment est efficace? C'est la première affaire que je pose comme question, parce que c'est pas juste
poser du solaire qui va régler ton problème. C'est comme avoir un pick-up, puis tu veux être plus performant, tu mets une deuxième tank à gaz à la place. Tu continues à consommer pour 25 litres au 100 quand même. Alors, c'est un peu la même chose là, dans la logique. Là. Pas parce que tu mets des panneaux solaires que tu vas devenir efficace, pas en tout. Puis c'est important là, que vous faites vos devoirs, de regarder l'efficacité de votre bâtiment avant même d'investir une token dans l'énergie solaire. Bien, c'est un point tellement crucial et souvent, il y a des angles morts. Et quand on nous demande des fois justement quelle technologie utiliser pour quel enjeu, on essaie d'éviter ça. Donc, tu parles d'efficacité énergétique. On va parler, est-ce qu'il y a des matériaux qui vont faire qu'il va y avoir moins de pertes à la base? Et souvent, les gens n'auront peut-être pas nécessairement cette vision d'ensemble-là. Donc, justement, comment avoir de votre côté, comment vous vous assurez qu'il y a une vision intégrée à travers toutes les interventions que vous faites? Oh, c'est à moi la question? Je pense que c'est à Frédéric. Celle ou celui qui le souhaite. En fait, il y a beaucoup de... Bon, Énergie solaire Québec, là, c'est nos BNL, soit dit en passant, puis on regroupe là, tous les professionnels, que ce soit des installateurs, des consultants, firmes d'ingénierie, tous des spécialistes dans le domaine de l'énergie et de l'efficacité également. Alors, moi, je ne suis pas un expert en efficacité énergétique, mais je crois beaucoup à l'efficacité énergétique. Alors, ouais, moi, je dirige toujours les gens comme il faut pour leur faire comprendre, là, fais tes devoirs, là, regarde comme il faut ce que tu as à faire avant d'investir, surtout dans le commercial industriel. Là, on ne parle pas de petits montants, là, on parle des gros montants ici là, pour une installation solaire. Alors, c'est vraiment là, important de rencontrer des consultants spécialisés dans l'efficacité énergétique. Peut-être que vous allez être surpris, peut-être que vous allez avoir besoin, peut-être pas besoin de solaire, je ne sais pas, là, rendu là, on spécule, mais c'est important ça. Moi, je représente pas l'industrie, moi je fais juste parler du solaire, mais d'une manière pour bien initier les gens puis qu'ils comprennent que ce n'est pas la solution, c'est une des solutions de la transition énergétique. Okay? C'est vraiment ça notre objectif Énergie solaire Québec. D'ailleurs, on a un beau guide ici. On va faire un petit peu de publicité. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous pouvez aller dans notre site web, télécharger. Ça a été écrit par 2 experts, puis ça explique tout là, ce que vous avez besoin de savoir, les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Là. C'est tout là-dedans. Si je peux ajouter quelque chose, parce que tu as dit que tu n'étais pas un expert en énergie, mais plus connaissant que beaucoup quand même. Mais ce qu'on veut, c'est que les entrepreneurs ne deviennent pas des experts en énergie. Il faut que ça devienne en fait comme respirer. Il faut que ça devienne naturel, que dans les projets, l'énergie en fasse partie. Nous, on s'est associé avec GPS Climat, par exemple. Si vous allez sur GPS Climat, vous allez pouvoir avoir toutes les solutions québécoises qui aident à sauver de l'énergie, qui sont expliquées de façon simple et efficace. Vous avez notre programme aussi, mais je ne l'ai pas imprimé. Mais c'est vraiment très, très bien fait. Puis c'est ça le but. Ce n'est pas que vous deveniez des spécialistes en énergie, c'est vraiment d'en tenir compte, en fait. À l'intérieur de vos décisions, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes sur ma consommation d'énergie? Est-ce que je vais consommer pareil mais réussir à produire plus, supporter ma croissance? Ou est-ce que mon but, c'est vraiment de réduire ma consommation? Donc déjà, si vous avez un des 2 objectifs, après, ce n'est pas la technologie le problème aussi, la technologie existe, ou elle sera développée sous peu. Je voudrais parler moi aussi de l'humain, en fait. L'humain est très important dans la décision, car il faut que ce soit une décision d'entreprise, pas un projet qu'une personne a porté quelque part, mais il faut que tout le monde dans l'entreprise puisse embrasser le projet et se sentir concerné. J'ai peut-être été un peu plus loin que prévu. C'est parfait, mais c'est parfait. Puis en plus, c'est toi qui as mentionné GPS Climat. Donc, pour ceux qui sont intéressés dans la salle, donc c'est gpsclimat.com, qui est un outil qui a été développé justement pour donner une compréhension des technologies propres québécoises qui existent avec les avantages économiques et environnementaux. Le côté économique est très important lorsqu'on prend ce genre de décision-là, évidemment. Il y a le guide, mais on parle, donc le guide que tu as mis de l'avant, Patrick. Mais Kathleen, je
voudrais peut-être en savoir un petit peu plus au niveau de ton côté des outils. Comment est-ce qu'il permet d'accompagner et qu'est-ce qu'il regarde en fait en termes de métriques ou de mesures pour que les entreprises puissent aller de l'avant avec des décisions qui sont bien analysées? Les outils de planification énergétique, à mon avis, doivent permettre de développer 4 grandes capacités, en fait. Donc, la première, c'est qu'on doit pouvoir regarder des futurs qui ne sont pas seulement le prolongement des tendances du passé. Pendant longtemps, on a fait de la planification énergétique juste en utilisant les mêmes indicateurs, les mêmes relations énergie-économie qu'on avait dans le passé, les prolongements dans le futur. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. On n'a qu'à penser à l'intelligence artificielle, les centres de données, etc. Également, l'électrification, par exemple. Donc, on a besoin d'outils qui permettent de regarder des tendances disruptives dans le marché. Le deuxième, on l'a abordé, c'est la vision intégrée. Je dirais que c'est mon sujet préféré. Donc, la nécessité d'avoir des outils qui permettent de regarder la vision intégrée. Donc, pendant longtemps, par exemple, c'était les services publics qui faisaient la planification pour leur système, leur forme d'énergie, l'électricité, le gaz naturel, etc. Donc, le PIGIR, à ce niveau-là, c'est un très bon exemple parce que l'initiative vient du gouvernement. Il regarde toutes les formes d'énergie dans tous les secteurs. Puis, un des arguments principaux de faire ça, c'est de pouvoir tenir compte de la compétition pour les ressources. Donc, que ce soit les gisements renouvelables, la biomasse ou même les minéraux critiques, la main-d'œuvre même. Donc, il y a une compétition pour toutes ces ressources-là à travers les secteurs d'une même nation, mais également entre les nations. Puis, le besoin d'intégration doit aller à un autre niveau aussi, au-delà même du système énergétique, c'est-à-dire que tous les autres enjeux liés à l'énergie, on parle souvent dans notre domaine du trilemme énergétique, donc il y a la transition, mais il y a aussi la sécurité énergétique et l'abordabilité. Donc, c'est des thèmes qui peuvent paraître en conflit si on les regarde en silo, mais quand on a les bons outils, on voit qu'il y a beaucoup de synergie à faire puis qu'on peut prendre des décisions optimales sur les 3 aspects à la fois. Donc, ça, c'est le numéro 2. Le troisième, c'est de faire vraiment des projections à long terme. Les investissements dans le domaine de l'énergie, les grandes infrastructures durent 30, 40 ans. Donc, les décisions qu'on prend aujourd'hui ont des impacts à long terme. Donc, une mauvaise décision peut coûter cher, mener à des actifs échoués. Donc, encore là, je recite encore le PIGIR, qui est un exemple très, très important. Je ne suis pas supposée révéler encore les highlights parce que la version finale n'est pas publique encore, mais le ministre en a parlé ce matin, donc du doublement d'approvisionnement en énergie renouvelable à l'horizon 2050. Les investissements pour atteindre cette vision-là doivent se faire aujourd'hui. Donc, si on n'avait pas la trajectoire long terme, on ne pourrait pas bien saisir c'est quoi les meilleurs investissements qu'on doit faire aujourd'hui. Puis le dernier, le quatrième, je dirais que c'est de pouvoir mettre à jour souvent. Donc, les trajectoires, comme le PIGIR, c'est des outils, mais c'est plus un cadre de décision. Donc, je le disais au début, le futur est incertain, donc il faut pouvoir mettre à jour très, très fréquemment. Ça doit être un exercice qui doit être fait le plus souvent possible. Donc ça, c'est un peu les 4 dimensions qui aident les gouvernements ou les entreprises que vous accompagnez à structurer pour être capable d'avoir des modèles qui évoluent et qui demeurent pertinents malgré le contexte. Donc, j'imagine que peut-être ces temps-ci, il y a plus de mises à jour qu'il y a quelques années, mais bon, le marché étant ce qu'il est. J'aimerais peut-être vous entendre chacun sur des éléments qu'on devrait mettre en place, chacun dans vos domaines ou vos secteurs d'expertise, qu'on devrait mettre en place pour assurer que quelque chose continue d'avancer et continue d'avancer dans la bonne direction et à la vitesse à laquelle elles doivent avancer. Oui, je peux y aller, mais peut-être juste avant, j'aimerais revenir sur un point quand on parle d'innovation. Puis tantôt, j'ai commencé en disant que la transition énergétique permet de moderniser notre économie. C'est vrai, c'est sûr que le pilier central qui va faire que la transition énergétique sera une réussite, c'est certainement l'approvisionnement énergétique. Il faut que l'énergie renouvelable soit disponible pour qu'on puisse avancer, mais il faut quand même garder en tête que l'énergie, c'est transversal. Donc,
la modernisation, elle va se faire automatiquement de la même manière que le iPhone est arrivé dans nos vies. Il s'est intégré doucement, puis à un moment donné, maintenant, c'est juste commun. Tout le monde a un téléphone intelligent, mais je pense que tout ce qui est la numérisation, l'automatisation des systèmes, l'adoption d'équipements plus performants, des procédés plus performants, tout ça va devenir naturel à un certain moment donné parce que cette vague amène des secteurs stratégiques qui sont énergivores et qui amènent cette modernisation. Donc, souvent, c'est vrai que peut-être c'est difficile de penser pour certaines PME, je vais travailler mon efficacité énergétique, mais peut-être la penser différemment. Je vais travailler mon processus opérationnel, je vais travailler n'importe quoi de la chaîne de production, et ça va toucher naturellement à l'énergie, car c'est transversal. Donc, je voulais juste amener ce point-là, que je pense que souvent, des fois, on hésite peut-être à faire le premier pas, à embarquer sur un changement, mais il est déjà en train de se passer, ce changement. Donc, pour revenir à votre question, quelle serait une mesure à mettre en place? Je pense que pour moi, ce qui est fondamental aussi pour le PGIR, ou une fois que le gouvernement instaure une trajectoire, c'est de suivre. Vous l'avez mentionné tantôt, ce que vous ne mesurez pas, vous ne savez pas comment ça se développe. Donc, de bien suivre ça. Comment est-ce que, OK, on a établi une trajectoire, comment est-ce qu'on avance à chaque année? Et non seulement d'identifier est-ce qu'on suit la trajectoire, mais de se questionner, OK, on a estimé ça avec les outils de modélisation. Ils nous ont permis de dire, telle chose devrait nous amener à une certaine consommation. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être des changements qui sont arrivés, que ce soit sur un prix d'une certaine énergie, ou il y a peut-être une nouvelle technologie qui est arrivée. Donc, de vraiment venir suivre cette trajectoire, mais d'une manière intelligente, qui nous permet de venir comprendre et pouvoir s'ajuster lorsque un ajustement est requis. Oui, et pour continuer, au sein de la trajectoire même, les indicateurs qui se révèlent les plus importants de ce qu'on voit, il y a tout ce qui touche aux paramètres technologiques, en fait. Donc, il y a l'émergence même des nouvelles technologies, donc qu'on doit surveiller pour voir comment ça influence une trajectoire ou l'autre. Donc, les indicateurs, c'est l'émergence de la technologie elle-même, puis l'évolution de ses paramètres. Donc, les paramètres de coût, évidemment, mais les paramètres techniques, justement, les coûts du solaire, on sait ce que ça a fait dans les dernières années. Donc, au-delà des fluctuations de court terme, c'est quoi les grandes tendances à long terme? Il y a aussi parfois l'évolution de paramètres technologiques qui nous surprend là, dans le domaine, comme par exemple l'atteinte de maturité commerciale d'une certaine technologie, par exemple. Souvent, on se rend compte qu'il est beaucoup plus long que ce qu'on avait anticipé, donc il faut suivre tout ce qui touche aux technologies. Le deuxième volet, c'est les politiques. Donc, en planification, les politiques climatiques, entre autres, et autres, donc toutes les normes environnementales, les standards, les crédits d'impôt, etc., la tarification carbone, ça a un impact majeur sur les choix technologiques qu'on observe dans les trajectoires énergétiques. Et plus les objectifs sont ambitieux, plus l'impact est grand, évidemment, et ça mène parfois à des observations qui sont pas très intuitive, parce que sur papier, une technologie a du sens, mais si on parle de carboneutralité, par exemple, il suffit qu'une technologie émette beaucoup moins de gaz à effet de serre, mais en émet quand même un petit peu, qu'on la voit disparaître de la solution parce que la tonne de gaz à effet de serre dans un monde carboneutre est tellement chère. Donc, c'est tout l'aspect, le lien avec la politique et les technologies dans les trajectoires qui est majeur. Puis le troisième, c'est plus un indicateur qui peut paraître flou, mais c'est ce que je disais un peu au début, c'est la robustesse, en fait, là, donc de combien une décision, des indicateurs de résilience, comme on pourrait dire, donc mon choix demeure valable dans combien de scénarios, puis les meilleures décisions sont celles où ta décision est la meilleure dans le plus de scénarios futurs possibles. Donc ça, c'est un indicateur, ça devrait être un indicateur en soi, en fait.
J'ai pas entendu le mot risque tant que ça sur ce panel-ci, alors que c'est souvent quelque chose qui est mentionné. Ça vient peut-être un petit peu faire écho à ce que tu viens de dire, là, de dire, bien, il n'y aura peut-être pas de choix 100% clair, mais il faut qu'on soit prêt à prendre un certain risque et surtout que le risque de l'inaction va être tellement plus grand que le risque d'aller vers un scénario ou un autre, même si on n'est pas certaine à 100%, parce que le contexte évolue tellement rapidement en ce moment. Juste pour terminer, le risque, à mesure qu'on met à jour toute l'information et qu'on analyse l'impact, la décision devient quand même plus robuste. Donc oui, le coût de l'inaction, mais au-delà de ça, il y a quand même... la fameuse phrase « les risques éclairés », je dirais. Donc, à force d'utiliser les outils, on vient qu'on développe un peu l'intelligence d'affaires de ce qui est important ou pas. Il y a certains paramètres, parfois, qu'on pense va avoir beaucoup d'impact sur une décision, mais on a beau, dans les outils, changer la valeur par plus ou moins 25 % et ça ne change pas les grands objectifs. Puis je terminerai là-dessus en disant qu'il y a des grandes conclusions qu'on a émis il y a 10 ans quand on faisait les premières trajectoires qui sont encore valables aujourd'hui, donc dans certaines grandes tendances. L'efficacité énergétique en est une, c'est quelque chose qui n'a pas changé. La décarbonation du mix électrique, des choses comme ça. Donc, il y a certaines choses qui demeurent aussi malgré les incertitudes. Bien, je pense que c'est une preuve de plus que la transition est là pour rester. Peut-être sous des formes un petit peu différentes en ce moment, mais la transition est définitivement là pour rester, surtout dans un contexte où, économiquement, ça fait du sens. Je te cède la parole. Merci. Donc nous, on travaille principalement avec des petits manufacturiers, on va dire manufacturiers, transformateurs, distributeurs à valeur ajoutée. Et une chose qu'il faudrait qu'ils ajoutent, c'est une ligne énergétique dans le plan stratégique. On s'est battu pendant longtemps, nous, pour avoir une ligne sur le plan numérique. Dans le plan stratégique, il est temps maintenant de rajouter une ligne qui est l'efficacité énergétique. Et ça va permettre aussi de voir les risques venir, de les compter, de pouvoir les prévenir, en fait. Donc ça, ce serait côté entreprise, ce serait mon plus. Et puis côté gouvernement, ce serait l'aide aux plus petits, parce qu'il y a 90% environ de tarifs G, par exemple, pour les entreprises au Québec. Puis il n'y a pas tant de choses pour ça pour elles. Donc oui, il y a des technologies qui peuvent les aider. Mais peut-être dans le futur, s'il y avait un petit coup de pouce pour améliorer ça, imaginons que 90% des entreprises fassent un 10% de gain. Ben, je pense qu'à la fin, ça fait, je ne sais pas combien de térawattheures, mais ça en fait beaucoup, je pense. Beaucoup. Beaucoup, exactement. C'est à moi? C'est à toi. Right. Moi, j'ai une grosse liste ici. Bon, en fait, c'est l'harmonisation de la réglementation de toutes les municipalités dans la province. J'ai été... Énergie solaire Québec, on est très sollicité par... des représentants de municipalités. Puis, ils sont un peu... Bon, il y en a qui savent pas mal, là, ils ont une bonne direction pour implanter, comme la Ville de Montréal, l'exemple que j'ai donné. Là, eux, ils sont vraiment focus là, pour introduire le solaire, ils sont bien partis. Mais l'affaire là-dedans, c'est que si je me mets à la place de l'installateur ou du consultant ou de l'entrepreneur qui s'en va faire une installation quelconque, il arrive dans une municipalité, puis hop, là, c'est différent, là, la réglementation. Il y a besoin d'un permis, il y a toutes sortes de questionnaires à passer au travail. Avant même de commencer à faire sa demande à Hydro-Québec, là, il doit attendre encore pour faire avancer son projet. Puis tandis que dans d'autres municipalités, c'est super rapide. Là, on ne se pose pas de questions. Alors là, ça, c'est un peu... L'exemple que je vais donner, c'est en Australie. Là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme... standardiser, normaliser là, toute la réglementation pour les municipalités. Alors, là-bas, le solaire est installé à vitesse éclair, là, rapide. Là. Fait que ça, là, c'est quelque chose qu'il va falloir que tout le monde s'assoie ensemble, puis OK, comment on s'y prend, puis comment on fait quelque chose qui va être normal n'importe où. Là. Ça manque, cet aspect-là. Puis l'autre chose, c'est... les petites installations, c'est-à-dire 5 mégawatts, de 1 mégawatt à 5 mégawatts. On ne devrait pas aller en appel d'offres. Okay? Il y a beaucoup de petites communautés, des municipalités qui aimeraient faire leur parc solaire. Quand j'ai été contacté à plusieurs reprises, je leur expliquais qu'ils doivent participer à l'appel d'offres
de Hydro-Québec. Là, c'est terminé. Là, quand est-ce la prochaine tranche, je ne sais pas. Mais moi, je crois, puis l'exemple de la Nouvelle-Écosse, là, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Eux, c'est de 10 MW à 750 kW. Pas d'appel d'offres. Tu fais ta demande, il y a tout un formulaire à remplir, il y a toutes sortes de critères à rencontrer que tu fais en ligne, tu envoies ça à l'utilité, puis eux autres, ils regardent ça sur le circuit pour voir si c'est possible. On peut faire la même affaire dans basse tension ici au Québec, de 5 MW à 1 MW, pas d'appel d'offres. Ça serait pour les municipalités, les communautés. Ce genre d'installation-là, ça pourrait aider à accélérer justement l'implantation solaire ici au Québec. Je ferais peut-être un parallèle avec, Caitlin, ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la technologie avance tellement rapidement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le cadre autour permette d'être mis à jour pour pouvoir répondre à ces changements-là? Donc, je ne sais pas si tu voulais renchérir là-dessus. C'est moins mon domaine, mais c'est vrai que on le regarde plus souvent d'un point de vue l'impact des politiques sur les développements technologiques, mais peut-être moins à l'inverse, en fait. Donc, les développements technologiques, peut-être les gouvernements devraient mieux suivre. Mais encore là, les outils qu'on utilise servent un peu à ça. Donc, dans les grandes tendances qui émergent dans les trajectoires énergétiques, devrait davantage permettre à identifier les filières les plus prometteuses pour le futur, les technologies les plus prometteuses. Donc, les modèles servent à ça, mais c'est vrai que dans la réalité, on le voit moins peut-être, là, de voir des politiques devenir être influencées par le développement technologique en amont, mais peut-être que je me trompe. Mais les outils, en tout cas, permettent de le faire. Les outils peuvent permettre de tester une nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Si on prend, donc, dans quelles conditions technico-économiques, par exemple, une technologie devient optimale dans un scénario de croissance donnée avec une série de politiques données, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec les outils pour identifier. Là où le gouvernement devrait mettre des programmes, permettre de générer, promouvoir les investissements, etc. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont ressortis. On arrive à la fin du panel. Je ne sais pas si vous avez un mot de clôture, mais quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure que je voudrais peut-être ramener en conclusion. On a parlé beaucoup d'outils qui sont disponibles. On a parlé de technologies, de solutions qui existent. On a parlé aussi un petit peu d'accompagnement. Donc, on sait que les entreprises qui passent à l'action sont les entreprises qui disposent d'un accompagnement soit en interne ou en externe pour être capable de les accompagner à travers ces étapes-là. Mais on sait qu'il y a des avantages économiques et environnementaux. Et on sait que dans une course vers la transition énergétique à l'échelle internationale, ne serait-ce que pour un positionnement stratégique, que ne serait-ce que pour le positionnement réputationnel, en plus du positionnement économique et pour l'avenir du Québec, c'est définitivement quelque chose sur lequel on doit accélérer. On va avoir très hâte de voir le pigir. On va suivre ça avec grand intérêt. Donc, s'il n'y a pas de mots de clôture... Oui, moi, j'en ai un. J'étais certaine. J'aimerais dire, c'est quelqu'un de Hydro-Québec qui a écrit ce commentaire dans un courriel qu'on échange. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis c'est vraiment ça, un marathon. Peut-être conclure là-dessus en disant, des fois, c'est des petits pas. Quand on ne sait pas par où commencer, on peut commencer par des petits pas. Et nous, ce qu'on a remarqué avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé, c'est qu'en bout de ligne, elles y prennent goût. Donc, on fait des petits pas, l'engagement des employés est plus important, le retour sur investissement est plus important. Donc, c'est peut-être également un point qui fait peut-être un parallèle avec le marathon versus le sprint. On n'est pas tout de suite obligé d'aller pour le grand coup, mais d'y aller par petits pas. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention et merci à nos panélistes.